Alors aujourd'hui, on ne va pas juste parler de maths. Non, on va raconter une histoire. Une histoire incroyable, celle d'un paradis intellectuel. Une idée qui devait unifier toutes les mathématiques, les poser sur une base solide, parfaite, et qui a failli tout faire s'effondrer. C'est parti. Voilà, cette phrase elle est du grand David Hilbert, et elle résume parfaitement l'enjeu. Imaginez, on est à la fin du 19e siècle. Un mathématicien, Georg Cantor, arrive avec une idée qui va tout changer. Un nouveau langage pour décrire l'univers des maths, la théorie des ensembles. C'était beau, c'était puissant, ça ressemblait vraiment à un paradis, le fondement ultime sur lequel on allait pouvoir tout construire. Sauf que, dans ce paradis, il y avait un serpent. Une faille cachée dans des idées qui paraissaient pourtant si simples, si intuitives. Et cette faille, c'était une contradiction. Une contradiction si profonde qu'elle a fait trembler toutes les mathématiques sur leur base. Ok, mais avant de parler de la crise, il faut comprendre pourquoi c'était un paradis. Il faut qu'on voit la beauté de l'idée de départ. Et tout commence avec cet homme, Georg Cantor, et son concept qui est, vous allez voir, d'une simplicité presque enfantine. Un ensemble, c'est juste une collection de trucs, c'est tout. Pensez-y comme à un sac, un panier, une boîte. On peut y mettre ce qu'on veut, l'ensemble des nombres pairs, l'ensemble des chaises qu'il y a dans cette pièce, ou l'ensemble des planètes de notre système solaire. C'est une idée toute bête, non ? Et pourtant, Cantor a montré que cette brique de base, ce simple sac de choses, pouvait permettre de construire absolument toutes les mathématiques. Au début, pour Cantor, c'était juste un outil. Un truc qu'il a développé dans les années 1870 pour résoudre un problème bien précis sur les séries trigonométriques. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'il tenait quelque chose de bien plus gros. Il ne s'est pas contenté de classer des objets dans des boîtes. Non, il a commencé à utiliser ces boîtes pour s'attaquer à un monstre, l'infini. Et là, ce qu'il a découvert a complètement changé la donne. Et sa découverte, elle est absolument stupéfiante. Il faut bien comprendre qu'avant Cantor, l'infini, c'était juste l'infini, point. Un concept un peu flou, unique, absolu. Et Cantor arrive et nous dit « Non, il n'y a pas un infini, il y en a plusieurs. Il y a toute une hiérarchie d'infinis, des infinis de tailles différentes. Certains sont littéralement plus grands que d'autres. » Alors, comment il a fait ça ? L'idée est géniale de simplicité. Il a essayé de mettre les nombres en paires, un par un peu comme si on essayait de faire asseoir chaque personne d'un groupe sur une chaise. S'il y a pile le bon nombre de chaises, les deux ensembles ont la même taille. Il a montré qu'on pouvait faire ça entre les nombres entiers et les nombres à virgule simples, les rationnels. Donc, ces deux infinis-là, ils ont la même taille. Mais, quand il a essayé avec tous les nombres à virgule, y compris les plus bizarres, comme pi, les nombres réels, impossible. Il restait toujours une infinité de nombres sans chaise. La conclusion est sans appel, l'infini des nombres réels est d'une taille supérieure. C'est un infini plus gros. Donc voilà le paradis, simple, puissant, capable de dompter l'infini. Tout semblait parfait, peut-être même trop parfait. Parce que cette théorie, elle était tellement simple, tellement intuitive qu'elle permettait de créer un ensemble à partir de n'importe quelle règle, n'importe quelle propriété. Et c'est justement là, dans cette liberté totale, que le serpent est entré. Et ce serpent, c'était un jeune logicien du nom de Bertrand Russell. Alors attention, suivez bien le raisonnement parce qu'il est aussi simple que dévastateur. Russell se dit « Ok, on peut créer n'importe quel ensemble. Alors créons celui-ci, l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. On va l'appeler S. C'est le club des ensembles qui ne sont pas membres d'eux-mêmes en quelque sorte. Et là, il pose la question qui tue. Est-ce que notre ensemble S, lui, il se contient lui-même? Est-ce qu'il est membre de son propre club? Réfléchissons 2 secondes. S'il se contient, eh bien, la règle du club, c'est de ne contenir que les ensembles qui ne se contiennent pas. Donc, il ne devrait pas s'y trouver. Oups. Et s'il ne se contient pas, alors il respecte la règle et donc, il devrait être dans le club. C'est une boucle infernale. Oui implique non, non implique oui. C'est une contradiction pure et simple. Le système logique vient d'imploser. Et là, attention, ce n'est pas juste un petit casse-tête amusant pour philosophes. C'est une véritable catastrophe. Si la théorie des ensembles, qui était censée être le socle de toutes les mathématiques, contient une contradiction, alors plus rien n'est fiable. C'est comme découvrir que la fondation de votre maison est faite de sable. Tout l'édifice risque de s'écrouler. Le paradis était en feu. Face à ce désastre, il y avait 2 options. Soit on abandonnait tout, on rasait le paradis de Cantor et on repartait de zéro, soit on essayait de le sauver, de le reconstruire sur des bases plus solides. Et heureusement, c'est la 2e option qui a été choisie. Il fallait réécrire les règles du jeu. La solution, elle est assez belle. Au lieu de tout jeter, on a décidé de construire des clôtures à l'intérieur du paradis. Ces clôtures, ce sont ce qu'on appelle des axiomes. L'idée, c'était de dire stop. On arrête avec l'approche naïve où n'importe quelle phrase peut définir un ensemble. Des gens comme Zermelo et Fraenkel ont établi une liste de règles du jeu très stricte, des axiomes, qui disent très précisément quels ensembles on a le droit de construire et lesquels sont interdits.
Et ces nouvelles règles, qu'on appelle les axiomes ZFC, sont en fait des garde-fous. Par exemple, il y a des règles de bon sens, comme deux ensembles sont les mêmes s'ils ont les mêmes éléments. Logique. Mais surtout, il y en a une, l'axiome de fondation, qui est là spécifiquement pour nous sauver. Elle dit en gros qu'aucun ensemble n'a le droit de se contenir lui-même. Et hop, le paradoxe de Russell, le serpent, est directement mis hors jeu. Problème réglé. Le paradis était sauvé, sécurisé. Mais il n'était plus tout à fait le même. Il était devenu un peu bizarre. Parce que, pour le sauver, il a fallu accepter un axiome particulièrement puissant et assez controversé, l'axiome du choix. Et cet axiome, il a ouvert la porte à des conséquences qui défient complètement notre intuition. Et l'un de ces résultats est probablement l'un des trucs les plus fous de toutes les mathématiques, le paradoxe de Banach-Tarski. Vraiment, préparez-vous. Tout part de cet axiome du choix, qui a l'air pourtant tout simple. Il dit juste que si on a plein de sacs non vides, on peut toujours prendre un objet dans chaque sac. Ça semble évident, non? Eh bien, cette évidence a une conséquence hallucinante. Ce paradoxe dit qu'on peut prendre une sphère solide, la découper en un nombre fini de morceaux, et rien qu'en déplaçant et en tournant ces morceaux, on peut les réassembler pour former deux sphères. Deux sphères parfaitement identiques à la première. Oui, une sphère en devient deux. Alors, bien sûr, ça viole toutes les lois de la physique qu'on connaît, mais mathématiquement, c'est parfaitement valide. Le truc, si on peut dire, c'est que les morceaux qu'on découpe sont d'une complexité infinie. Ce sont des sortes de nuages de points tellement étranges qu'ils n'ont pas de volume mesurable. On a donc un paradis reconstruit, un paradis sûr, mais qui a un prix. D'un côté, il contient des objets complètement fous, comme ces sphères qui se dédoublent. Et de l'autre, on a découvert qu'il contenait aussi des questions auxquelles il est par nature impossible de répondre. Pour comprendre ça, il faut revenir à la toute première question, celle de Cantor. Vous vous souvenez? Il avait trouvé l'infinité nombre en entier et un infini plus grand, celui des nombres réels. Sa grande question, c'était: est-ce qu'il existe une taille d'infini entre les deux? Un infini intermédiaire? Et pendant des décennies, les plus grands mathématiciens s'y sont cassés les dents. Impossible de prouver que oui, impossible de prouver que non. Et la raison, elle est bien plus vertigineuse que ce qu'on aurait pu penser. Et la réponse, elle est arrivée en deux temps. D'abord, en 1938, le légendaire Kurt Gödel a prouvé qu'on ne pouvait pas réfuter cette hypothèse. En gros, il a montré que l'hypothèse est vraie ne créait pas de contradiction avec nos axiomes. On pouvait l'ajouter au système sans problème. Et puis, coup de théâtre, en 1963, Paul Cohen prouve qu'on ne peut pas non plus la prouver, que l'hypothèse est fausse est aussi parfaitement compatible avec nos axiomes. En clair, on peut choisir l'un ou l'autre. Les deux options sont valides. La conclusion est juste ahurissante. Ça veut dire que l'hypothèse du continu est indépendante de nos axiomes. La question de Cantor n'a tout simplement pas de réponse dans notre système de règles. C'est un peu comme si, dans les règles des échecs, on se demandait est-ce que le fou est plus joli que le cavalier? La question n'a pas de sens par rapport aux règles. On peut décider que oui ou décider que non et créer deux versions de l'univers des échecs, toutes deux parfaitement jouables. C'est pareil ici. Et c'est sur cette idée qu'on quitte ce paradis étrange et fascinant. La quête d'un fondement absolu et certain pour les mathématiques a finalement mené à la découverte de ses propres limites. Elle nous a montré que même dans le monde a priori le plus pur et le plus logique qui soit, il y a des vérités qui sont hors de notre portée. Des questions dont on sait qu'elles existent, mais auxquelles on ne pourra peut-être jamais répondre. Et ça pose une question vertigineuse sur les limites non pas des maths, mais de la connaissance humaine elle-même.